le premier qui définit clairement les responsabilités respectives des États et des entreprises en termes de violation des droits humains. Et il constitue donc un outil qui est extrêmement utile à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les organisations de la société civile. Et ces principes directeurs, ils sont aussi incontournables car ils définissent pour les entreprises un devoir de vigilance ou diligence raisonnable ou encore due diligence par lequel les entreprises doivent identifier les impacts négatifs, potentiels ou réels de leurs activités et mettre en place des réponses appropriées pour gérer ces impacts négatifs. Donc, il est possible que ce document, qui est incontournable, fasse partie de vos priorités de lecture, sans que vous n'ayez jamais le temps de vous y atteler. Et c'est pourquoi donc Charlotte Michon, qui est spécialisée sur ce sujet, va vous expliquer en détail ce dont il s'agit exactement. Donc, Charlotte est juriste spécialisée en droit international des droits de l'homme, et elle est aujourd'hui consultante sur le sujet des entreprises et des droits de l'homme. Elle accompagne depuis sa création il y a 10 ans l'association Entreprises pour les droits de l'homme, EDH. EDH, c'est une association française qui regroupe 13 entreprises multinationales qui sont issues de différents secteurs. Donc, par exemple, il y a le groupe Accor, le groupe Casino, Sanofi ou encore la Poste pour ne citer que. Cette association, elle a pour but d'accompagner ces entreprises membres vraiment dans la compréhension et la prise en compte des enjeux relatifs aux droits de l'homme et notamment aussi dans la prise en compte des dispositions qui sont inscrites au sein des principes directeurs qui nous occupent aujourd'hui. Donc la présentation, Charlotte va structurer sa présentation autour de 3 axes. D'abord, elle va vous familiariser avec les principes directeurs. Et elle vous fera également part de l'actualité qui entoure les principes directeurs. Je vous rappelle juste, je vois que dans la liste des participants, il y a beaucoup de micros qui sont allumés. Si vous pouviez chacun éteindre vos micros avec l'onglet qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Cet onglet doit être barré. Vous avez un petit micro et donc ce serait préférable pour le bon déroulement du webinaire si vous pouviez tous couper vos micros. Donc après la première partie, je reviens au déroulé de la présentation de Charlotte. Donc d'abord, elle vous familiarisera avec les principes directeurs et elle vous fera part, donc, comme je vous le disais, de l'actualité autour de ces principes directeurs. Ensuite, dans une deuxième partie, elle vous parlera plus du contenu vraiment des principes directeurs et de la mise en œuvre de la diligence raisonnable. Et finalement, elle vous présentera des exemples d'outils et des exemples d'initiatives qui sont utiles pour mettre en œuvre ces principes directeurs. Donc Charlotte, je te passe la parole. De vous expliquer quels sont ces principes et leur intérêt et leur utilité pour les entreprises. Dans une première partie, je vais vraiment vous montrer, essayer de vous montrer que c'est le cadre de référence aujourd'hui. On dit communément qu'il a été unanimement accepté par tous, et c'est vrai que les entreprises se l'ont approprié, mais aussi la société civile qui le considère peut-être comme un minimum, mais qui en tout cas l'ont accepté, et les États, puisque je vous rappelle qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, par le Conseil des droits de l'homme à l'unanimité. Donc un petit point, mais Marie en a déjà parlé. Donc ces principes directeurs, ils viennent d'où? Ils viennent d'un représentant spécial qui a été nommé en 2005, donc John Ruggie. Effectivement, souvent ils sont appelés les principes Ruggie, à tort, puisqu'il s'agit des principes des Nations Unies. Le représentant a été nommé en fait suite à des discussions et notamment à l'échec de possibles normes internationales sur le sujet des entreprises. Et il a produit en fait en 2008 un cadre que je vais vous expliquer parce que c'est vraiment la base des principes directeurs, et il pose en droit international ce qu'on attend effectivement des entreprises et des États. Donc le cadre s'appelle Protéger, respecter, réparer.
Il a été posé en 2008 par John Ruggie et il a été complété par les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme en 2011, qui est en fait des principes qui visent à rendre opérationnel ce cadre en développant les obligations, des recommandations à destination des États et des entreprises pour que ce cadre soit vraiment effectif. Juste un petit mot sur les suites. Donc, John Ruggie a terminé son mandat en 2011. Suite à cela, il y a un groupe de travail des Nations Unies international au sens où il y a des représentants de chaque continent qui donc est une suite de John Ruggie et qui est chargé en particulier de promouvoir et de diffuser l'application des principes directeurs ainsi que les bonnes pratiques. Il fait aussi des missions pays et il peut donner aussi des avis et des recommandations aux États sur leurs lois nationales et sur les politiques à mettre en place. Ce groupe de travail pilote un forum annuel que peut-être vous connaissez, qui a lieu tous les ans à Genève en décembre ou novembre, et qui est vraiment l'occasion de voir les avancées sur le sujet entreprises et droits humains au niveau international et de regrouper toutes les parties prenantes. Je voulais juste attirer votre point. Donc, en ce moment, au niveau des Nations Unies, il y a des discussions sur l'opportunité d'un traité contraignant, en fait, spécifique à la question des entreprises et des droits de l'homme, parce que, certes, les principes Ruggie ont été unanimement acceptés, ils sont considérés aujourd'hui comme les cadres de référence, mais au niveau juridique, ils ne sont pas contraignants, au niveau du droit international. Et donc, il y a eu une initiative, c'était en 2014, menée par l'Équateur et l'Afrique du Sud, et soutenue par la plupart des pays dits du Sud, pour l'élaboration d'un traité contraignant. Donc il y a un groupe de travail qui s'est mis en place et qui a eu sa première réunion en juillet 2015. Donc les travaux sont en cours, ça va mettre un peu de temps quand même pour rédiger un tel traité. Ce qu'il faut noter, c'est que l'Union européenne et les pays occidentaux ne participent pas, enfin en tout cas ne sont pas acteurs du projet, éventuellement observateurs. Je crois que la France est observateur du groupe de travail. Parce que eux considèrent, et ils ont fait voter en même temps une résolution en considérant que justement les principes Ruggie étaient une première étape et que pour le moment il fallait leur laisser le temps de les appliquer, de se les approprier, et qu'une initiative sur un traité contraignant risquait de mettre à mal leur utilisation et leur application. Donc voilà où on en est au niveau de l'ONU. Donc pour revenir au cadre qui est vraiment fondamental, et Marie le disait, donc il fixe vraiment les obligations des États et des entreprises. Il est composé donc de 3 piliers complémentaires. La première, c'est l'obligation des États de protéger les droits de l'homme. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire eux-mêmes les respecter dans leur action, mais surtout mettre en œuvre les lois, les tribunaux, les politiques, toutes les mesures réglementaires pour s'assurer que au sein de leur territoire, les droits de l'homme ne soient pas violés, donc aussi bien par les individuels que bien évidemment par les acteurs économiques. C'est pas une obligation nouvelle au sens que ça relève du droit international des droits de l'homme, et tous les pays qui ont ratifié ou signé les principaux traités doivent les transposer en droit national et donc mettre en place des lois et des tribunaux nécessaires pour les forces, les autorités pour enquêter, vraiment sanctionner un éventuel abus et bien sûr réparer. Sur la question des législations extraterritoriales, parce que les principes directeurs en parlent, donc pour ceux qui ne savent pas, la législation extraterritoriale, c'est les législations, parce qu'en théorie, les États ont un pouvoir juridique sur leur territoire et donc peuvent réglementer les activités des entreprises et des êtres en général sur leur territoire, et les législations dites extraterritoriales, c'est en fait la possibilité pour un État de se juger compétent et de se prononcer sur des activités qui ont été commises sur un territoire étranger. Et en l'occurrence, par exemple, par une filiale ou par une entreprise sur un territoire étranger. Donc les principes directeurs précisent que c'est vrai, même si ça commence à se développer, que c'est pas... Oui? Allô? Oui, nous avons eu des coupures en fait. Non mais je vous laisse. Oui, Charlotte, je vous laisse parler, mais on a été... Oui. Moi, je pense qu'on n'a pas entendu votre dernière phrase. Voilà. Merci. Ah bon, pas de souci. Alors allez-y. Donc sur non mais pas de souci. Sur la question des législations extraterritoriales, les principes directeurs disent que c'est effectivement pas une obligation au titre du droit international actuel, mais que c'est tout à fait possible pour les États de développer ce genre de législation.
Sur le deuxième pilier, responsabilité d'entreprise, c'est l'objet de ma deuxième partie avec le processus de diligence raisonnable, donc je ne vais pas revenir. Et le troisième pilier, donc accès à des mesures de réparation, ça part de l'idée que les victimes doivent pouvoir, victimes des activités des entreprises, donc, doivent pouvoir avoir un recours effectif et être réparés pour les préjudices subis. Donc c'est en fait ce pilier-là est vraiment intégré dans les deux premiers piliers, puisqu'il y a ça fait partie d'une obligation essentielle de l'État avec son obligation de protéger les droits de l'homme, donc je l'ai dit, de mettre en place les sanctions, les enquêtes et les tribunaux qui vont bien pour les mesures de réparation. Mais aussi, et ça peut aussi être, je profite pour le citer, au niveau des États, des mécanismes dits non judiciaires, et je pense en particulier au point de contact national de l'OCDE, qui sont des instances de médiation que les États doivent mettre en place à partir du moment où ils ont signé les principes directeurs de l'OCDE, et qui permettent à des syndicats ou des ONG de la société civile de saisir ce point pour, en cas de suspicion de non-respect des principes directeurs de l'OCDE par une entreprise, en France ou à l'étranger. Et donc le point de contact est chargé de recueillir les éléments et de faire un peu une sorte de médiation entre les différentes parties, et leurs communications sont publiques. Ça a quand même un certain impact. Deuxièmement, ça concerne aussi bien sûr les entreprises, puisque les entreprises ont, d'après les principes directeurs, une obligation de réparer, en tout cas de collaborer à la réparation, si elles ont, par leurs activités, contribué à des impacts négatifs sur les droits de l'homme. Et là, ça parle des mécanismes de réclamation, qui est la 5e étape préconisée par les principes directeurs et dont je vais parler après. Alors, pour finir sur cette partie introductive, je voulais juste vous montrer que vraiment les principes directeurs donc, je vous rappelle, ils ont été adoptés en 2011, ils sont utilisés, ils ont vraiment un rayonnement sur le débat, sur la question entreprise et droits humains, droits de l'homme, et ils sont aujourd'hui, s'il y a un texte à connaître vraiment et à appliquer surtout, c'est sous ces principes directeurs. Donc ils ont influencé la soft law, donc ce qu'on appelle le droit mou, puisque à partir des principes directeurs, beaucoup de référentiels se sont alignés sur cela, et en particulier sur les préconisations relatives à l'obligation de diligence ou de vigilance, selon les référentiels, le terme est différent. Donc les principes directeurs de l'OCDE ont été révisés sur la partie droits humains. Ils ont intégré un chapitre droits humains qui est basé sur le principe de vigilance. L'ISO 26000, qui est la norme sur la responsabilité sociétale, que je pense vous connaissez, est aussi basé sur ce concept, en particulier en matière de droits de l'homme. Et les normes de performance de la Banque mondiale, qui ont été révisées en 2012. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est en fait les exigences sociales et environnementales qu'on demande aux partenaires d'un projet pour que la Banque mondiale accepte de financer ce projet. Et pareil, ils ont été révisés en 2012, je l'ai dit, et ils intègrent le concept de diligence. Les initiatives sectorielles, donc il y en a beaucoup, se sont alignées sur l'obligation de diligence raisonnable, ou des initiatives thématiques. Et là, je pense par exemple à une application concrète de Ruggie, des principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Donc je vais en parler un peu dans les outils tout à l'heure, qui sont les principes directeurs régissant les entreprises en matière de droits de l'enfant, qui est en fait une déclinaison des principes directeurs des Nations Unies sur le thème des droits de l'enfant. Un petit point, donc aujourd'hui il y a beaucoup de plans d'action nationaux donc qui se développent sur le terme entreprise et droits de l'homme. C'est une demande des principes directeurs, enfin des Nations Unies, du Haut Commissariat notamment, qui veut développer ça. C'est l'idée, ça fait partie de l'obligation de protéger des États. C'est l'idée qu'ils doivent s'engager clairement à reconnaître que leurs entreprises doivent respecter les droits de l'homme et mettre en place des mesures de diffusion, de bonnes pratiques, de communication, eux-mêmes à travers leurs investissements, leur politique d'aide au développement, doivent appliquer les principes directeurs. Au niveau européen, il y a une communication européenne de 2012 qui demande à chaque État européen de faire un tel plan d'action. À ma connaissance, il y en a 8 ou 9 qui sont sortis pour l'instant. La France est en train de finaliser le sien. Voilà. Donc ça, c'est un sujet aussi ça, c'est vraiment les États qui prennent les administrations, qui pilotent ces plans d'action et qui s'engagent eux aussi à mettre
en application des principes directeurs. Et je voulais juste faire un point sur le débat en cours parce que l'année 2016 va vraiment être marquée par le thème du travail décent dans les chaînes d'approvisionnement responsables dans la supply chain. Parce qu'il y a effectivement la conférence sociale de juin 2016 sur l'OIT qui porte sur ce sujet. Et a priori, il y aura une demande des syndicats de la société civile de faire un traité contraignant sur le sujet. Alors plutôt sur le sujet de la remédiation, mais en tout cas ils vont pousser pour un nouvel instrument juridique. Au G7, il y a une déclaration de l'année dernière, pareil, où les États du G7 demandaient à leur entreprise de s'engager à faire des plans de guide ou des guides volontaires de diligence raisonnable. Et aujourd'hui, il y a un groupe de travail piloté par l'Allemagne qui doit mettre en œuvre la déclaration, qui doit définir le plan d'action correspondant. Et au niveau de l'UE, la question de la supply chain responsable et donc respectant les droits de l'homme est une des priorités affichées de la présidence néerlandaise en ce moment du Conseil de l'Union et de la Commission européenne. Donc d'ici juin 2016, il va y avoir quand même beaucoup, je pense, d'évolutions sur ce sujet-là avec l'angle supply chain. Voilà, et un dernier point, donc là on passe sur la hard law, donc le droit dur, juste pour vous dire que ça commence, enfin les normes réglementaires intègrent aussi les principes Ruggie. Donc 3 exemples. Le UK Modern Slavery Act, donc ça c'est vraiment centré sur le travail forcé. C'est une loi anglaise qui oblige les entreprises à faire du reporting. Alors ça reste du reporting, c'est-à-dire qu'elles peuvent dire ce qu'elles font ou dire qu'elles ne font pas, mais c'est l'idée de transparence et c'est l'idée que le consommateur, le client doit pouvoir prendre ses décisions et juger l'entreprise par rapport à ses actions réelles. Et donc l'obligation de reporting, elle porte sur les actions mises en œuvre de l'entreprise pour s'assurer qu'elle n'existe pas de travail forcé dans ses activités et dans sa chaîne d'approvisionnement. Et quand on lit les détails, c'est vraiment les processus de diligence raisonnable, comment vous avez évalué les risques, quels risques ont été identifiés par rapport au pays. Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment basé sur l'obligation de diligence, de vigilance. Le deuxième exemple, donc c'est toujours sur le reporting extra-financier, c'est la directive européenne d'octobre 2014 qui doit être transposée dans les États européens d'ici fin 2016. D'ici décembre 2016 et qui insiste vraiment sur l'obligation de transparence avec une transparence renforcée sur tout ce que les entreprises ont mis en place pour s'assurer du respect des droits humains et notamment, je vous l'ai mis, description des politiques, des procédures de diligence raisonnable, on retrouve toujours le même terme et ils font référence explicitement aux principes directeurs des Nations Unies, des risques et de la manière de gérer ces risques. Et le troisième exemple qui est vraiment d'actualité, c'est la proposition de loi française donc sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d'ordre. Elle a été adoptée mercredi dernier en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Donc elle doit, selon la procédure législative française, revenir au Sénat en deuxième lecture. Le Sénat qui avait déjà voté contre en première lecture et qui n'a pas la même majorité politique que l'Assemblée. Et après, il y aura sûrement une commission mixte paritaire. Le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Donc que dit cette proposition de loi? Pareil, dans l'exposé des motifs, c'est vraiment basé sur le principe directeur des Nations Unies et l'obligation qu'elle tend à mettre en œuvre est de mettre en place un plan de vigilance. Donc ça concerne les droits humains explicitement, mais aussi les dommages graves et environnementaux sur la santé, de même que la corruption. Mettre en place donc les entreprises françaises sous réserve d'un certain seuil, donc en fait les grosses entreprises devraient mettre en place un plan de vigilance qui indique les mesures et rendre public bien sûr les mesures pour s'assurer qu'elles n'ont pas d'impact négatif aussi bien elles que les sociétés qu'elles contrôlent, donc leurs filiales, et les principaux sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle est en relation. Voilà pour la PPL française. Voilà pour la fin de cette première partie. Donc, oui. Sur cette question, du coup, tu l'as dit, les principes directeurs ne sont pas contraignants. Et on voit qu'il y a des tentatives d'outils contraignants. Et on a une question justement de Amara Batili, je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui,
mais qui demande, c'est une question assez intéressante, qui demande s'il existe des instruments internationaux qui seraient juridiquement contraignants en matière de RSE. Non. La réponse est non, à moins qu'ils aient été intégrés, par exemple, dans des contrats d'arbitrage de droit privé. En fait, c'est un peu toute la question. Aujourd'hui, au niveau du droit international public et du droit international des droits de l'homme, il n'y a aucun, et c'est l'objet du traité qui veut le faire contraignant, il n'y a qu'une possibilité d'astreindre une entreprise à mettre en œuvre des principes de soft law, des principes RSE. D'accord. Le fait... oui, vas-y. Il y a également, il n'y a pas de pour en revenir au principe directeur, on a une autre question aussi de Urban Saingura qui demande s'il y a un mécanisme de contrôle de l'application ou bien de la non-application des principes directeurs, et en cas de non-application de ces principes directeurs, est-ce qu'il y a une sorte de sanction? Alors non, au niveau international, donc c'est un texte effectivement qui a été très largement accepté, mais qui ne relève pas d'un traité, d'un texte juridiquement contraignant. Et donc le seul organe entre guillemets, c'est celui que je vous parlais, c'est le groupe de travail des Nations Unies qui est chargé de promouvoir l'application, éventuellement de faire des avis et des recommandations, mais ce ne sont pas des avis et recommandations au sens juridique du terme. Voilà. Donc le seul moyen entre guillemets de rendre ce texte contraignant, c'est de le faire, de le transposer, si je puis dire, par le biais de soit des lois nationales. Donc c'est ce que la France est en train d'essayer de faire avec la proposition de loi, soit au niveau, je sais pas, européen par exemple, et il y a des initiatives en cours en ce moment, faire des recommandations ou des directives sur l'application des principes directeurs des Nations Unies en matière d'entreprise et des droits de l'homme. D'accord. Du coup, pour cette première partie, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions si vous voulez sur cette première partie qui vous a été exposée par Charlotte dans le cadre de discussion. N'hésitez pas à les poser à l'écrit et je les retranscrirai. Si vous n'avez pas de questions, Charlotte, tu peux passer à ta deuxième partie. Alors pour cette deuxième partie, donc on va vraiment parler du pilier 2, donc la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme. Donc si on reprend les trois piliers, donc c'est le 2, ça concerne les entreprises. Et ce que l'on demande en fait, c'est de mettre en place un processus dit de diligence raisonnable pour s'assurer qu'elles identifient vraiment les impacts négatifs en l'occurrence sur les droits humains et pour qu'elles puissent prendre les mesures pour les prévenir et en atténuer les effets. Je le développerai après, mais ce processus et 5 étapes sont préconisées pour la mise en place de ce processus de diligence raisonnable que vous voyez là et que je vais développer plus tard. Si on revient au concept général, à la définition de ce qu'on appelle la responsabilité de respecter pour les entreprises. Déjà, les principes directeurs précisent bien qu'elles s'appliquent à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur effectif, de leurs moyens, de leurs ressources. C'est bien le concept de respecter les droits humains qui s'applique. Après, dans les modalités de mise en œuvre, dans la priorisation des actions, bien évidemment que les spécificités de chaque entreprise doivent être prises en compte. Deuxième chose, souvent on entend mais qu'est-ce que c'est les droits de l'homme et à quoi les entreprises doivent s'engager, est-ce que c'est pas trop large, voilà. Donc encore une fois, les principes directeurs précisent que ce sont tous les droits de l'homme internationalement reconnus. Internationalement reconnus, ça veut dire que ce sont ceux qui sont défendus et protégés par les traités internationaux de droits de l'homme, et en particulier ceux de l'ONU et de l'Organisation internationale du travail pour ce qui nous concerne. Et si on doit faire une liste des standards minimaux à respecter, les principes directeurs parlent donc de la Charte internationale des droits de l'homme qui est composée de 3 textes, la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, et les 2 traités de 1966 qui sont en fait leur application juridique puisque la déclaration n'est pas contraignante en tant que telle. Les traités sur les droits internationaux économiques, sociaux et culturels et le pacte sur les droits internationaux civils
et politique. À cette charte internationale des droits de l'homme, donc qui vient de l'ONU, il faut rajouter donc les 8 conventions fondamentales de l'OIT qui portent sur l'interdiction du travail forcé, du travail des enfants, sur le principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession, et sur la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Donc vous voyez, les droits de l'homme, c'est vraiment ceux qui dépendent de l'ONU, ceux qui sont protégés, ils peuvent évoluer, il y a des droits de l'homme qui apparaissent régulièrement, peut-être pas, mais en tout cas qui apparaissent encore aujourd'hui. Je pense au droit à l'eau qui a été reconnu récemment par les Nations Unies. L'entreprise ne peut pas choisir quel droit de l'homme elle doit appliquer ou pas, c'est vraiment sur tous les droits de l'homme. Encore une fois, dans la mise en œuvre de la responsabilité de respecter, dans la mise en œuvre du processus de diligence raisonnable, l'entreprise identifiera sur lesquels elle peut avoir le plus d'impact et pourra prioriser ses actions. Qu'est-ce que c'est la responsabilité de respecter pour les entreprises? Je l'ai dit, c'est éviter d'avoir des impacts négatifs, y remédier lorsque ils se produisent. Donc ça, c'est plutôt pour les activités directes de l'entreprise. Et en ce qui concerne les relations d'affaires, il y a une différence parce que la notion de pouvoir et de contrôle de l'entreprise n'est pas forcément la même. Et là, les principes directeurs parlent de s'efforcer de prévenir et ou atténuer les impacts négatifs pouvant résulter des activités des relations d'affaires. Au sens large, relations d'affaires, ça va du fournisseur, du premier fournisseur, matière première, à éventuellement aux clients qui utilisent les produits et les services de l'entreprise. Voilà, donc pour s'acquitter, je dirais, de leur responsabilité de respecter, les entreprises doivent mettre en place donc le fameux processus de diligence raisonnable. Mettre en place un processus de diligence raisonnable, ça revient, ni plus ni moins, je ne dis pas que c'est facile, de mettre en place une démarche d'identification et de prévention des impacts négatifs que l'entreprise pourrait avoir sur les droits de l'homme, négatifs réels, c'est-à-dire si aujourd'hui il y a des non-conformités par rapport aux standards internationaux, par exemple, et potentiels, qui sont en fait les risques d'avoir, ils sont gérés par la démarche d'identification des risques que l'entreprise pourrait, à travers un nouveau projet, une nouvelle relation, avoir des impacts négatifs sur les droits humains. Ça résulte donc des décisions et des activités, c'est-à-dire que tout le champ toutes les activités possibles de l'entreprise peuvent être concernées, il n'y a pas de limite, et c'est surtout le cycle de vie, je le disais, c'est la question des relations d'affaires avec du premier fournisseur au client, de l'amont à l'aval. La spécificité en matière de droits humains, c'est que tout ce processus doit être mené en concertation et en dialogue avec les parties prenantes de l'entreprise, pour la simple et bonne raison que ce sont les parties prenantes internes, bien sûr, salariés, employés ou externes, communautés locales, employés d'autres fournisseurs, clients, usagers, ce que vous voulez, pour la simple et bonne raison que ce sont eux les détenteurs des droits que l'entreprise auxquels l'entreprise pourrait porter atteinte, et donc ils sont quand même les mieux placés pour faire comprendre ce que l'entreprise peut ou doit faire, et pour analyser les risques d'impact. Ce processus de diligence raisonnable, 5 étapes sont préconisées pour le mettre en place. Enfin, plus précisément, ce sont les étapes 2 à 4 que je vais développer. Et les principes directeurs disent que quand même la première chose à faire, c'est élaborer une déclaration de principe, c'est-à-dire s'engager. Et il revient sur le troisième pilier, accès à des mesures de réparation, puisqu'il indique que les entreprises doivent prévoir des mécanismes de réclamation. Je vais détailler toutes ces étapes tout de suite. Un point, donc on dit quand même que c'est un processus d'amélioration continue, puisque dans le sens où tout le processus, une fois qu'il est mis en place, doit être réévalué régulièrement, analysé, parce que les contextes changent, politiques, sociétales, les activités de l'entreprise changent, il y a des nouveaux projets, des nouveaux investissements, donc ça doit vraiment être réévalué régulièrement, et surtout chaque étape permet d'alimenter les autres étapes et de vraiment mettre en place un processus effectif. Donc si nous prenons la première étape, donc la première étape c'est ce qu'il appelle élaborer une déclaration de principe. Déclaration de principe, c'est le terme utilisé pour la traduction, mais enfin en gros c'est un engagement de l'entreprise. En gros ça demande à l'entreprise de s'engager pour formaliser et rendre public
donc son propre engagement de respecter les droits humains dans ses activités. Et ça lui permet aussi d'expliciter par rapport à ses parties prenantes, encore une fois, aussi bien les salariés que les parties prenantes externes, ses attentes et ses attentes de comportement en matière de droits humains. Donc les points fondamentaux, il faut que ça vienne du haut de l'entreprise, que ce soit un signal fort du plus haut niveau de l'entreprise. Il faut qu'il s'engage, on l'a vu, à respecter tous les droits de l'homme, même si, bien évidemment, il peut être opportun et conseillé de développer des engagements spécifiques qui sont liés à ses activités et aux impacts qu'elle peut avoir sur les droits humains. Et il faut, on l'a déjà vu, couvrir les activités directes et les relations commerciales. Que font les entreprises en pratique? Alors le plus souvent, jusqu'à présent, on va dire que c'était des engagements généraux à travers les chartes éthiques, les codes, les politiques RSE, où il y avait un paragraphe sur les droits humains. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent non seulement explicitement à respecter donc les principes directeurs des Nations Unies, aux côtés des conventions internationales, et il y a aussi un développement de politiques et référentiels vraiment spécifiques aux droits humains, qui viennent en accompagnement de chartes éthiques ou des politiques RSE. Ça peut aussi être des engagements spécifiques sur des droits, je ne sais pas moi, une politique sur les populations indigènes par exemple pour le secteur de l'extractif, ou sur le respect des données de la vie privée, la protection des données personnelles, ou la liberté d'expression, je pense au secteur des télécoms et de Internet. Donc voilà, et ça peut aussi se traduire, l'engagement, par des adhésions à l'initiative volontaire publique, aussi bien générale comme le pacte mondial, que sectorielle ou thématique, ou voire par pays, selon les activités de l'entreprise, comme les principes volontaires sur la sécurité des droits de l'homme, ou le principe sur l'industrie électronique. Donc voilà, la première étape, donc c'est un engagement. Ensuite, bien sûr, pour pouvoir bien gérer, prévenir les atteintes, il faut identifier et évaluer les impacts spécifiques que l'entreprise peut avoir sur les droits humains. Et pour ça, il faut bien vraiment comprendre, et c'est un sujet quand même assez particulier qui n'est pas forcément bien connu dans le monde de l'entreprise, il faut vraiment faire un effort de compréhension et d'appropriation sur la nature et la portée des impacts que les activités spécifiques de l'entreprise peuvent avoir sur les droits humains, sur tous les droits humains, pour pouvoir décider des mesures à prendre pour gérer ces impacts. Donc comment, en général, ça se traduit par mener des études d'impact pour les nouvelles activités, le plus en amont possible, bien évidemment pour pouvoir évaluer la pertinence du projet, mais aussi mettre en place des mesures de prévention et d'atténuation le plus tôt possible dans l'exécution du projet. Donc c'est aussi bien un projet industriel, ça peut être une nouvelle relation commerciale, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être l'implantation dans un nouveau pays. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Il faut évaluer tout au long des projets industriels, mais aussi des activités quotidiennes, je sais pas, au niveau RH par exemple, le risque lié aux droits humains. Et bien évidemment, chaque risque identifié doit faire l'adoption de plans d'action pour maîtriser ce risque, plus ou moins développé, ça dépend bien sûr de l'évaluation du risque. Et il est vraiment important de prendre en compte les enjeux spécifiques liés aux activités, aux pays, aux relations commerciales. Et je vais donner l'exemple du pays. C'est évident, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violation dans les pays industrialisés ou avec des lois satisfaisantes. Mais l'entreprise s'engage à respecter les standards internationaux de protection des droits de l'homme. Dans les pays où les lois sont elles-mêmes insuffisantes par rapport à ces standards internationaux, où la pratique ne va pas, les entreprises ne peuvent plus dès lors se contenter simplement d'appliquer la loi nationale et doivent faire l'objet d'une vigilance approfondie et sont plus en risque dans ce pays-là de porter atteinte aux droits humains. Donc là, je vous ai mis quelques exemples que nous on connaît au sein de DH de comment les entreprises évaluent leurs risques. Donc il y a effectivement l'utilisation d'outils d'analyse de risque externe. Alors souvent les entreprises veulent je vais en citer quelques-uns tout à l'heure,
veulent des outils clés en main, c'est quand même assez difficile. Il faut avoir ne serait-ce que pour qu'ils se l'approprient et le comprennent, il faut généralement passer par une phase de customisation et d'adaptation aux activités spécifiques de l'entreprise. L'identification des enjeux de droits de l'homme propres aux activités, ça revient du même truc. Je vais citer par exemple Sanofi qui a fait un guide vraiment spécifique sur les impacts droits humains, les interactions en fait que ces activités pouvaient avoir par rapport aux droits humains sur tout au long du cycle vie du médicament. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au secteur pharma et souvent les initiatives sectorielles eux-mêmes font l'effort de vraiment regarder par rapport aux spécificités de l'activité. Des analyses spécifiques du risque pays, je l'ai déjà dit. Là, on a un outil disponible, je l'ai pas cité tout à l'heure parce que ça s'appelle Maplecroft, parce que c'est payant. Donc voilà, ce n'est pas accessible à tout le monde. Sinon, il faut aller rechercher des informations qualitatives via les organisations internationales ou la société civile. Ça demande, c'est vrai, un peu de temps de recherche pour vraiment voir les risques prioritaires au pays, mais c'est quand même nécessaire. Et ensuite, donc sur le côté fournisseurs et partenaires, ça peut être des due diligence, des enquêtes de réputation, pour s'assurer qu'eux-mêmes ne sont pas impliqués déjà dans des violations de droits humains ou des mauvaises pratiques dans le domaine. Voilà, la troisième étape, elle découle vraiment de la deuxième. C'est une fois qu'on a identifié les risques, quelle réponse opérationnelle on met en place pour gérer ces risques, à quel niveau, si c'est au niveau des entités, au niveau de la branche, des business units, au niveau du groupe, tout simplement. Est-ce que ça nécessite une politique particulière? Est-ce que simplement l'intégration dans un processus existant suffit? Ça c'est vraiment ça suffit. Ça ne peut que être lié à déjà la culture de l'entreprise, mais surtout l'étape fondamentale d'identification des impacts et des risques. Il y a quelque chose de très important et nous chez EDH on travaille vraiment beaucoup dessus, c'est sur la formation et l'appropriation, la sensibilisation des managers et des collaborateurs en général à ce sujet, parce que c'est pas un sujet inné pour les entreprises, ça commence à le devenir mais ça l'est pas encore, et c'est un sujet déjà assez large, c'est vrai, et les gens ont besoin de comprendre ce que sont les droits de l'homme et comment ça peut impacter des communautés et quelles communautés par exemple, pour pouvoir eux-mêmes avoir le réflexe d'y penser et de l'intégrer dans leur activité quotidienne. Donc je l'ai dit en pratique, si vous avez identifié que vous avez un risque par exemple avec les relations fournisseurs, ce sera l'insertion d'une clause, éventuellement des audits pour les fournisseurs les plus à risque, des auto-évaluations. Vraiment le degré, la portée des mesures à prendre dépendra de l'identification du risque et de vos moyens et vos ressources, bien évidemment, mais c'est propre à chaque entreprise, à chaque secteur. Après, ça peut être aussi des politiques plus spécifiques sur des thèmes droits humains. Donc, le concept, le spectre droits humains est vraiment très large. Ça va du droit des travailleurs, du respect des libertés individuelles sur le lieu de travail, les communautés locales. Ça peut faire les forces de sécurité. Ça peut être le droit à la santé et l'environnement. Donc, selon ce que vous avez identifié, vous pouvez prendre en place des politiques différentes. Je l'ai dit, sensibilisation, formation. Pour les salariés et même pour les partenaires, si vous avez identifié que des fournisseurs sont très à risque, vous pouvez, de manière proactive, aller essayer de partager et de sensibiliser les fournisseurs à vos propres engagements. Mise en œuvre en coopération avec des acteurs locaux pertinents, bien évidemment les risques, bien évidemment la possibilité de prendre des mesures et l'effectivité des mesures dépend beaucoup du niveau local en matière de droits humains, parce qu'il y a vraiment des spécificités liées au contexte et au niveau opérationnel. Donc il faut savoir parler, donc dialoguer avec les gens, les personnes là-bas, et s'associer avec des acteurs qui connaissent le terrain et qui arrivent à communiquer et qui arrivent à dialoguer et qui connaissent les spécificités. Et le dernier point, action collective au travers des initiatives sectorielles. Donc là, ça dépend vraiment du secteur, mais il y a beaucoup qui se sont développés. Il y a beaucoup d'initiatives qui permettent quand même
mutualiser les ressources et les moyens des entreprises et de définir en commun des référentiels, des guidelines à appliquer et voire même, je pense aux fournisseurs, aux partenaires, de mutualiser des audits faits en commun, ce qui permet quand même qui demande beaucoup moins de ressources pour les entreprises. La quatrième étape, pareil, une fois qu'on a mis en place des politiques et des réponses, eh bien, il faut bien s'assurer que ces mesures prises soient efficaces et donc les contrôler. Donc, c'est ce que le principe directeur appelle mesurer la performance et en rendre compte. Alors, comment, pour mesurer la performance, selon les politiques, ça peut être des indicateurs spécifiques, des indicateurs de suivi. Au niveau outils externes, il y a l'indicateur droits humains, il y a la GRI, le Global Reporting Initiative, qui aborde le terme des droits humains sous l'angle management, donc mise en place d'identification des risques et la due diligence, et sous l'angle spécifique droits humains avec différents thèmes que sont le travail forcé, le travail des enfants, force de sécurité, etc. Donc ça peut être utile. Maintenant, il y aura toujours un moment où, sachant que la politique que vous avez mis en place, les mesures sont vraiment spécifiques à ce que vous avez identifié votre activité, l'idéal c'est de définir des indicateurs de suivi relatifs à votre propre politique. Il y a aussi une question de pilotage de cette politique, et ça c'est vrai que plus de remontées internes sont faites de la part des opérationnels, de la part du terrain, plus il sera facile pour vous de piloter, de réévaluer les actions prises pour maîtriser un certain risque. Donc voilà, utilisation d'indicateurs globaux, je l'ai déjà dit, suivi des politiques, suivi et traitement des incidents, bien sûr, comment dirais-je, le fait que les incidents, il faut s'assurer que les incidents soient traités, ça c'est sûr, mais on va le voir en deuxième partie, mais surtout que les incidents soient remontés vers les personnes porteurs d'une politique, pour que, et notamment au niveau du groupe, pour que la tendance globale, les signaux faibles soient vraiment pris en compte et que la politique soit adaptée ou qu'une nouvelle soit développée par rapport, parce que c'est vraiment ça peut vraiment bouger assez vite et il faut pouvoir être en mesure d'appréhender le risque vraiment globalement. Et le reporting externe, donc ça, les principes directeurs parlent bien du fait qu'il faut communiquer de manière transparente et appropriée auprès des parties prenantes sur les engagements, la politique mise en œuvre et sur la politique prise, les engagements de l'entreprise, et sur la façon dont elle les met en œuvre. Et donc ça, en pratique, ça se traduit globalement par, en tout cas en France et au niveau européen, par les reportings externes financiers, les rapports annuels ou les rapports de développement durable. Et la dernière étape, et non des moindres, c'est le mécanisme de réclamation. Donc là, c'est l'idée que l'entreprise doit vraiment s'organiser pour pouvoir recevoir et traiter, bien évidemment, les plaintes ou même juste les questionnements des parties prenantes qui se sentent affectées, qui ont des questions sur les activités de l'entreprise. Donc ça passe par la mise en place de mécanismes de dialogue, de concertation à destination des parties prenantes. Encore une fois, interne ou externe, mais en interne, il y a souvent quand même, en tout cas dans les grands groupes, des systèmes de remontée d'informations qui sont accessibles. Bien évidemment, les mettre en place, ça suffit pas. Il faut bien informer dans un langage approprié, d'une manière appropriée, ces parties prenantes que ces mécanismes existent et les moyens de les saisir. Et au niveau de l'entreprise, traiter les réclamations de manière adéquate et dans les plus brefs délais. En pratique, donc souvent autour des grands projets industriels, il y a des personnes en charge des relations avec les parties prenantes ou des mécanismes dédiés qui permettent de recueillir les questionnements, les plaintes. Au niveau du groupe, je pense aux mécanismes éthiques. Donc il y a des mails éthiques ou des systèmes de whistleblowing. Voilà, au niveau commercial, mais ça peut être par exemple, ça peut jouer sur la question des éventuelles indemnisations. Il y a des médiateurs souvent. Et après, on peut envisager, et ça c'est aussi à travers les initiatives sectorielles,
qui elle-même, mais ça je crois que vous allez avoir un webinaire sur les mécanismes de rémédiation, peuvent mettre en place au sein des initiatives des mécanismes de réclamation propres aux initiatives élaborées en commun avec les entreprises. Du coup, Charlotte, on voit le processus de diligence raisonnable, c'est vraiment un processus, tu l'as dit, qui prend du temps, qui peut paraître aussi une montagne un peu pour un groupe qui peut être parfois peut-être un peu réticent parce que ça prend du temps, ça engendre des coûts pour une entreprise, même si il y a la possibilité, comme tu l'as évoqué, de mutualiser les ressources. Et est-ce que tu vois des raisons qui pourraient pousser du coup les entreprises, en dehors évidemment de l'impact que ça a sur les droits humains, mais des raisons qui pourraient pousser les entreprises à mettre en œuvre ce processus de diligence raisonnable? Alors, alors effectivement, il y a quand même le côté respecter les droits humains. Il y a aussi une question quand même aujourd'hui, les entreprises sont assez exposées par rapport alors on va dire le risque réputationnel, ça c'est sûr, mais aussi il y a une question de risque opérationnel dans le sens où je pense à mener à bien, prendre en compte les communautés locales autour des installations permet quand même d'avoir l'exécution d'un projet ou d'une installation de manière sûre, aussi bien pour la sécurité des employés que des installations, mais aussi c'est une forme de bonne acceptabilité sociale et les bénéfices sont connus. Il y a aussi une question quand même par rapport aux salariés, de fidélisation, de bonne image à l'entreprise par rapport à ses salariés. Et aujourd'hui, de plus en plus, les investisseurs, les banques demandent aux entreprises de s'engager sur des aspects RSE en général, et particulièrement de respect des droits humains. Et donc il peut y avoir quand même des coûts financiers pour l'entreprise à ne pas être vigilante sur ces sujets-là. Maintenant, sur la question des ressources et des moyens, là, quand on lit, c'est vrai, les principes directeurs, c'est très large, c'est vrai, parce que c'est censé être global et s'appliquer à tous. Le fait de faire l'étape d'identification des impacts et des risques permet vraiment à l'entreprise de prioriser et de se concentrer, en tout cas dans un premier temps, parce qu'à terme il faut arriver à tout couvrir, c'est vrai, sur les principaux risques qu'elle a et le principal risque d'avoir les principaux impacts négatifs qu'elle pourrait avoir. Et donc pris comme ça, petit à petit, et une fois qu'on a bien compris, je pense que c'est plus tellement une grande montagne et qu'il faut vraiment faire les choses de manière progressive et continue et vraiment dans une démarche d'amélioration. Et c'est là où la sensibilisation et l'effort de formation est vraiment important. À ceci près que, bien évidemment, et ça, les principes Ruggie en parlent, ils reconnaissent eux-mêmes qu'on ne peut pas tout faire et que s'il y a des actions à prioriser, elles doivent être faites en fonction de certains critères qui sont de bon sens, à savoir le risque de la gravité de l'impact sur les personnes, en termes d'irrémédiabilité, si je puis dire, des conséquences, et en termes de nombre de personnes potentiellement touchées. En fait, c'est la sévérité de l'impact qui doit conduire à l'entreprise à agir immédiatement et à mettre en place des mesures. D'accord, ouais, je trouve ta réponse vraiment extrêmement intéressante parce que ça s'oppose vraiment à des critiques où on pourrait entendre que les groupes font ça uniquement pour des questions de communication externe. Donc en disant que d'une part déjà ça facilite l'exécution d'un projet, c'est vraiment des arguments que je trouve extrêmement intéressants. On a aussi une question de Jacques Guerre qui attire ton attention sur le fait que mesurer, c'est faire auditer par un vérificateur externe indépendant. Alors peut-être que tu peux un peu expliquer qu'est-ce que c'est. Alors oui, non mais c'est une des mesures qui est tout à fait envisageable pour s'assurer de la bonne du fait que la politique est effective, du fait qu'elle est vraiment bien appliquée, mais des auditeurs internes ou externes ou internes, les auditeurs internes commencent au sein des grandes entreprises
à s'intéresser à la question et à prendre en compte, à partir du moment où il y a une politique, il y a un référentiel d'audit, donc ça leur permet eux aussi de se saisir des sujets. En revanche, ça doit dépendre de où l'entreprise en est, et les audits externes, on le sait, ne peuvent pas faire, enfin, de par les moyens et les ressources des entreprises, ne peuvent pas être faits sur tous les champs, toutes les politiques des entreprises. Et ça, je pense que c'est plutôt dans le positionnement que l'entreprise décide d'avoir, toujours par rapport à l'identification de ses impacts et des sujets qu'elle veut traiter en priorité. Mais c'est effectivement un bon moyen d'avoir une mesure, hein, de l'efficacité de la politique et des actions de l'entreprise. D'accord. Et du coup, l'appropriation, donc on a une question aussi sur l'appropriation du sujet en interne. Comment faire pour, je pense que c'est le sens de la question, comment faire pour que en interne, tu as parlé de la manière dont le sujet des droits de l'homme devait être approprié par tous les collaborateurs de l'entreprise, et comment faire pour que les directions développement durable et les directions juridiques s'approprient le sujet des droits de l'homme en interne? Alors tous les collaborateurs, c'est un idéal, mais on sait que ça va pas être tout de suite. En tout cas, dans un premier temps, les collaborateurs chargés de mettre en place les politiques ou les actions de maîtrise des risques. Donc, par exemple, si vous avez un gros risque au niveau de la supply chain, les acheteurs doivent passer en priorité. Comment faire? Eh ben, nous, c'est ce qu'on fait en fait au sein de DH. On développe des outils donc qui sont pour l'instant réservés à nos membres. De formation, donc on a une journée en formation présentielle où on aborde un peu le cadre général et des cas pratiques. Et on a aussi développé très récemment un module e-learning de 30 minutes, donc qui permet vraiment de diffuser de manière plus largement le sujet. C'est piloté en général. Alors, pour vous donner, vous parliez, je crois, des directions de développement durable et juridique. Nous, au sein de DH, c'est piloté par les représentants qui sont au sein de DH, et c'est en général les directions RSE, ou RH, mais côté RSE, on va dire, ou éthique. C'est en gros les trois fonctions dans l'entreprise qui, en général, pilotent les démarches droits de l'homme. Les directions juridiques, aujourd'hui, sont associées sur des sujets ponctuels liés à la conformité, si je puis dire. Et par exemple, en France, avec la PPL, elle commence à s'intéresser au sujet. Mais c'est vraiment plutôt RSE éthique, selon l'organisation de l'entreprise, encore une fois. Et c'est ceux qui doivent piloter la démarche droits de l'homme, c'est ceux qui prennent les engagements, qui doivent faire, dans un premier temps, la formation générale et proposer, qui doivent essayer de proposer des outils qui peuvent être multipliés en fait par les réseaux, parce que souvent les directions RSE ou directions éthiques eux-mêmes des réseaux en local, et l'idéal serait bien évidemment en local faire des formations spécifiques aux activités et aux risques et aux problématiques spécifiques locales. C'est parfait parce que ta réponse répond aussi partiellement à une autre question qui était une présentation des outils qui sont réalisés par EDH. Et quelqu'un demande également si ces outils réalisés par EDH sont notamment le module e-learning, est-ce qu'il est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il est uniquement pour les membres d'EDH? Non, pour l'instant, nos outils sont réservés aux membres d'EDH. Donc l'outil e-learning, le module e-learning est réservé aux membres. En revanche, on vient de rendre public un guide, je vais en parler après, d'évaluation des risques, qui est en fait un guide pour essayer d'expliquer, de vulgariser les principes RUGI et la responsabilité des entreprises et le processus de diligence raisonnable. Donc ça, on l'a gardé un temps interne, il date de 2013, mais on l'a rendu public là le mois dernier. Mais effectivement, pour l'instant, les outils qu'on développe de formation sont réservés aux collaborateurs des membres. D'accord. Et voilà. Et je crois qu'il y avait une autre question. Oui, il y avait une question également sur le déploiement opérationnel de ce processus de diligence raisonnable, si j'ai bien compris la question, qui visait à savoir comment est-ce que se traduit ce processus de diligence responsable dans les filiales qui souvent n'ont pas de département RSE.
Je pense que Alors ça, honnêtement, je peux pas. J'aurais vraiment du mal à répondre à cette question parce que nous, je travaille beaucoup avec les entreprises de DH qui elles-mêmes sont des grands groupes français, internationaux, enfin des multinationales. Et c'est vrai que pour celles que je connais avec qui j'ai travaillé en interne, donc c'est piloté au niveau du groupe par une direction RSE par exemple, et ils ont des correspondants au niveau locaux qui ont la charge de diffuser et de promouvoir la politique, éventuellement les outils associés de formation et de sensibilisation. Et justement, du coup, sur cette question de... Mais c'est vrai qu'il y a très peu de... Pour continuer, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu d'outils accessibles libres qui pourraient être utilisés directement par des PME pour sensibiliser à la question des droits humains. Oui. Ouais, enfin, moi, j'en connais pas. Et pour rebondir sur du coup les ONG, la participation des ONG au niveau local, on a une question, mais qui est peut-être plutôt adressée à un partenaire ou quelqu'un qui serait en Afrique ou en Inde. La question est de savoir quelles sont les ONG internationales que tu recommanderais, Charlotte, aux entreprises pour travailler sur le sujet de l'appropriation de l'enjeu droits de l'homme en Afrique et en Inde. Donc je pense que si on a alors pareil, hein, nous on reste français au niveau direction groupe. Les grandes ONG, et je crois qu'il y a Jacques Viers qui est d'Amnesty, les grandes ONG internationales des droits de l'homme qui peuvent aider et qui ont des réseaux locaux, c'est Amnesty International, donc FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, et Human Rights Watch. Après, il y en a sur des sujets très particuliers. Je pense tout ce qui travaille sur le secteur de l'habillement. Il y a par exemple le collectif éthique sur étiquette, ou il y en a qui sont plus spécialisés, CFDT, Terre solidaire, c'est aussi sur les impacts avec les communautés locales. Ils ont tous, les grandes ONG internationales de droits de l'homme ont des réseaux locaux. Ouais. Le CCFD d'ailleurs qui a un réseau de partenariat de correspondants dans chaque pays, donc il y a effectivement une force de frappe assez intéressante. Et je pense que le CCFD est tout à fait susceptible d'avoir un réseau de correspondants très développé en Afrique, ça j'en suis sûre, peut-être moins en Inde, mais c'est peut-être le cas. On a aussi une question différente, mais qui rejoint évidemment ce sujet, qui est la question de l'appropriation opérationnelle des principes directeurs par les bailleurs de fonds, donc par les institutions financières internationales. Est-ce qu'ils sont prescripteurs aujourd'hui des principes directeurs, et est-ce que les institutions financières internationales se positionnent sur le sujet ? J'ai cité tout à l'heure les normes de performance de la Banque mondiale. En fait, c'est de la Société financière internationale qui sont le bras armé financier en fait de la Banque mondiale, et qui eux demandent, font référence au principe directeur, ou plutôt à son contenu, et demandent des normes assez exigeantes sociales et environnementales pour accepter de financer les projets. Je crois qu'il se passe la même chose. Honnêtement, je n'en suis pas sûre. Faudrait que je vérifie au niveau des banques régionales, donc européennes ou africaines, qui financent certains projets. Et ce que je peux vous dire, c'est que au niveau des banques nationales, je sais pas, moi, nous on travaille avec la BNP par exemple. La BNP, elle, inclut dans ces politiques d'investissement, qui sont souvent des politiques sectorielles, donc pour investir dans tel secteur, il faut respecter ça, et les droits de l'homme tels que définis par les principes directeurs des Nations Unies sont clairement inclus. Donc c'est pris en compte, c'est pris en compte à ce niveau-là. C'est les exigences d'accès au financement en fait. D'accord. Du coup, s'il n'y a plus de questions sur cette deuxième partie, merci beaucoup Charlotte pour toutes les réponses. On va peut-être passer à la troisième et dernière partie, qui est plus sur des exemples d'outils donc et d'initiatives utiles. Oui, donc on en a déjà un petit peu parlé. Donc c'est pour vous montrer soit des initiatives basées sur les principes directeurs, mais qui peuvent vous être utiles, ou des outils pour aider à la mise en œuvre. Alors ça reste des outils globaux, parce que c'est nécessairement des outils qui se veulent
accessible pour tous. Je n'ai pas mis là parce que ça serait trop long les différents outils qui sortent encore une fois des initiatives sectorielles ou par pays qui elles sont nécessairement plus précises, mais qui dépendent bien évidemment de vous, vos activités. Alors, juste un point, donc les principes directeurs sur les droits de l'enfant, je les ai cités tout à l'heure. Je crois que, Joël, je suis même sûre que vous allez avoir un webinaire spécifique cette année sur ce sujet, donc je ne vais pas trop développer, mais c'est vraiment pour donner un exemple de déclinaison opérationnelle Ruggie, des principes Ruggie sur un thème spécifique, en l'occurrence les droits de l'enfant. Donc ça a été fait par UNICEF, Global Compact et Save the Children. Et l'idée est vraiment de montrer, en prenant le biais droits de l'enfant, de montrer comment appliquer les principes Ruggie. Donc il y a différents principes thématiques donc sur le lieu de travail. Donc c'est en gros travail des enfants et santé et sécurité. Le marketplace, c'est tout ce qui est promotion, publicité, marketing, qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les enfants, et après les impacts sur les enfants au sein des communautés locales et de leur environnement général. Et si vous voyez au milieu l'espèce de boucle, ils reprennent vraiment les étapes Ruggie, donc qui sont les s'engager au niveau politique, mettre en place une diligence raisonnable et la réparation. Donc je ne vais pas développer. Eux-mêmes ont fait l'effort chacun pour chaque étape de développer comment mettre en œuvre Ruggie avec des outils, des exemples. Enfin, c'est vraiment très complet et c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui. C'est vraiment des applications concrètes des principes Ruggie qui sont généraux malgré tout. Enfin, ils définissent des grands principes, mais ils ne sont pas opérationnels en soi. Voilà pour ça. Donc notre guide de DH, donc on en a déjà dit un mot, donc je vais pas revenir. Donc il est disponible sur notre site internet en français et en anglais. Et là nous on l'avait élaboré à l'époque. C'était donc on avait commencé juste après l'adoption des principes Ruggie. L'idée c'était de vulgariser au sens noble du terme, un peu une sorte de expliquer les principes Ruggie et comment ça doit être mis en place dans les entreprises. Ça reste honnêtement un guide pour les experts RSE au sein des entreprises. Il mérite d'être sûrement synthétisé, et voilà. Mais ça donne vraiment les bases de ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, avec des outils associés. Avec la limite qu'il est sorti en 2013 et qu'il y a quand même pas mal d'outils qui sont sortis depuis, mais on va peut-être faire une actualisation. Un autre indicateur, et je crois que ça a été cité dans une autre initiative, pardon, et je crois que ça a été cité dans les questions, c'est donc le Danish Institute for Human Rights. C'est l'équivalent de la Commission nationale droits de l'homme danoise. Qui travaille vraiment sur le sujet depuis très très longtemps et qui sort des outils assez utiles. Et donc là, j'ai pas mis le lien, mais c'est une liste d'indicateurs pour les entreprises qui en fait reflètent ce qu'elles devraient mettre en œuvre, ce qu'elles devraient avoir fait pour se conformer donc aux standards internationaux et aux principes directeurs des Nations Unies. Et donc, c'est pas en français. Là, je vous ai mis des questions en anglais parce que c'est pas encore traduit en français. Je vais vous les traduire, mais ces indicateurs ont été développés et viennent du ce qu'on appelle le Quick Check du Danish Institute, que nous avons traduit au sein de DH en anglais et qui est aussi disponible dans la partie outils de notre site. Ces indicateurs regroupent 8 rubriques que vous voyez à droite et qui couvrent vraiment toutes les interactions possibles de l'activité de l'entreprise avec les droits humains. Ils sont basés sur les standards internationaux, je vous l'ai dit, donc c'est vraiment le minimum à atteindre pour les entreprises qui se sont engagées à respecter les principes directeurs et les droits de l'homme. Et donc si vous regardez les questions, si vous prenez chaque rubrique, il y a peut-être je sais pas, au moins 20 pages à chaque fois, donc c'est quand même assez lourd, pas se mentir, mais c'est très complet. Et si vous prenez la question principale, donc c'est est-ce que l'entreprise identifie et évalue les impacts négatifs qu'elle peut avoir sur les droits humains, l'idée c'est de répondre oui, bien évidemment, toutes les questions sont tournées en répondant oui à chaque fois. Et pour répondre oui ou non, ou partiellement, c'est le orange. Vous avez un certain nombre d'indicateurs, j'en ai repris que certains. Donc le premier, c'est est-ce que l'entreprise fait particulièrement attention aux populations vulnérables? Donc oui, non, etc.
Et le deuxième, c'est est-ce que l'entreprise cherche à comprendre le point de vue en les consultant directement des parties prenantes potentiellement affectées. Et donc, c'est vraiment très complet, très lourd. Hein, vous pouvez pas l'envoyer à votre manager local en lui disant, bah écoutez, remplissez-moi tout ça, voilà. Mais en fait, nous on l'a utilisé au sein de quelques entreprises de DH. En fait, les indicateurs, les sous-indicateurs que vous voyez là, 1, 2, 3, permettent de définir les actions à mettre en œuvre. Dans l'idéal bien sûr, au bout d'un certain temps, et donc vous permettent vous de prioriser les actions si vous identifiez que c'est un risque. Parce que répondre potentiellement non à la première question, ça veut dire que vous êtes en risque sur ce sujet. S'il est applicable, puisque la dernière colonne en bleu est non applicable. Voilà, donc nous on a traduit le quick check qui fait quand même, je sais pas, de mémoire 30 pages où il y a peut-être une soixantaine d'indicateurs, mais qui est déjà un bon point de départ pour vous faire un premier état des lieux de où vous en êtes sur les droits humains. Une autre initiative, donc ça c'est au niveau du reporting, et c'est un guide qui a été sorti par Mazars et par Shift. Shift, c'est un cabinet de conseil américain qui est présidé par John Ruggie. Je crois qu'il existe en français, je suis pas sûre. Je crois qu'il existe en français. Et en fait là, c'est vraiment si vous voulez faire du reporting en se basant sur les principes directeurs des Nations Unies, il vous donne tous les indicateurs à respecter. Donc ça, il a été déjà appliqué par les entreprises que vous voyez en bas. C'est vraiment une bonne pratique avancée, même sans que, si vous voulez pas le rendre public ou si voilà, ça peut vous aider à utiliser le reporting, les indicateurs, les questions posées par le biais de ce guide, à l'utiliser comme un instrument de pilotage pour vraiment mettre en œuvre les principes Ruggie, parce que, encore une fois, c'est vraiment basé sur les exigences de Ruggie et ce que les entreprises doivent faire et communiquer dessus. Donc vous voyez, il y a en premier la gouvernance, donc c'est les étapes du processus d'éligence en gros que je vous ai détaillé, hein, vraiment bien détaillé, avec l'engagement public, est-ce que ça vient du plus haut niveau, est-ce que ça a été communiqué, etc. Question prioritaire de reporting, c'est ce qu'ils appellent les thèmes saillants, c'est traduction salience en anglais, et c'est vraiment encore une fois l'identification des risques spécifiques à vos activités et la priorisation de traitement de ces risques par rapport à l'évaluation. Et ensuite, comment c'est géré, les réponses opérationnelles apportées, est-ce qu'il y a des politiques, est-ce qu'il y a un suivi de la performance, les mesures de réclamation. Donc encore une fois, ça peut être utile pour vous. C'est assez court, enfin si on prend que les indicateurs, c'est assez court, et ça peut vous permettre de piloter votre démarche, dans le sens où c'est vraiment basé sur Ruggie. Et dernière initiative, donc ça vient en plus de sortir, la dernière méthodologie vient de sortir, c'est donc des investisseurs et des agences de notation extra-financière qui veulent faire un classement des entreprises, donc des grandes entreprises, par rapport à leurs pratiques et leurs politiques en matière de droits humains, et donc les classer de manière progressive, parce que ils commencent cette année par 3 secteurs qu'ils considèrent les plus à risque. Extractif, agriculture, habillement. Ils ont choisi 100 entreprises par rapport à leur chiffre d'affaires et leur présence internationale, je crois. En 2007, ils élargissent à d'autres secteurs, donc finance, industrie lourde, ingénierie, industrie légère et services électroniques. Et en 2018, la pharmacie et les télécommunications. Donc la méthodologie vient de sortir. Alors tous ces outils, vous les trouvez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le site business-humanrights.org. Donc c'est le site du Centre de ressources et d'entreprises et des droits de l'homme, où il y a vraiment tout ce qu'il y a sur le sujet, plutôt en anglais, mais il y a aussi quelques articles en français. Et si vous regardez donc la méthodologie, et c'est là où aussi ça peut vous être utile, hein, même si vous n'êtes pas concerné directement par le classement. Alors, ouais, c'est aussi très lourd, il y a aussi beaucoup d'indicateurs, mais c'est que en français, hein, pour l'instant, en anglais je veux dire, pour l'instant. Mais en fait, ils essayent ils font un classement
notation, et donc ils expliquent comment ils vont donner le score aux entreprises. Et donc indirectement, nous, on peut savoir quels sont c'est toujours basé sur Huggy, hein, je répète, principe directeur. On peut savoir quels sont là où il faut aller atteindre ou sur quoi même les parties prenantes peuvent juger les entreprises. Et il y a toujours une référence, donc en haut, là, vous voyez entre parenthèses, au principe directeur, au principe de reporting que je vous ai montré tout à l'heure, et à la GRI, qui sont en fait les moyens les indicateurs qui permettent de reporter ce que vous faites. Et donc là, vous voyez, donc c'est sur la formation en matière de droits de l'homme. Donc pour atteindre le niveau 1, le score 1, il faut décrire, puisque c'est encore une fois par rapport à des données publiques, donc c'est par rapport à ce que vous communiquer à l'externe. Mais globalement, pour atteindre le score 1, il faut former les managers, les travailleurs qui sont particulièrement en charge des risques ou des impacts droits humains. Bon. Pour atteindre le score 2, il faut former tout le monde. C'est vraiment une progressivité. Et après, eux, selon les secteurs qui ont été définis, donc je vous rappelle... Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Moi, je pense que j'ai été coupée. Oui, je pense que vous avez été coupée, Charlotte. Oui, je reviens. Et oui, ce qui peut être intéressant, c'est selon vos secteurs. Donc pour l'instant, il n'y a que les 3 premiers, donc habillement, agriculture et extractif, c'est que eux font une différence en pointant les risques les plus importants pour ces secteurs-là. Donc ça peut être un outil, mais pareil, c'est vraiment très lourd. Mais ça peut permettre de comprendre quand même, je pense, ce qu'il faut mettre en place et les actions à mettre en place. Ce qui ne veut pas dire que c'est possible de le faire tout de suite, hein. Mais en tout cas, ça permet vraiment de définir et de vous, si vous savez pas trop par quoi commencer, ben là vous savez que sur ce secteur-là, vous devez sur cette partie-là, ce processus, ben, vous devez tendre à ça et donc vous y allez progressivement. Voilà. Merci beaucoup, je trouve, pour cette présentation qui est extrêmement riche, échange, questions. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour les questions apportées. Il y a quelques problèmes techniques, donc j'espère que tout le monde arrive à nouveau à nous entendre et voir. Alors, pour un peu très rapidement parce qu'on dépasse on dépasse le temps. Oui, je suis désolée, je sais qu'on ne m'entend pas très bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort. J'ai dû changer de micro à cause des petits soucis qu'on a eu sur le webinaire. Mais très rapidement, donc, on a retenu quelques éléments importants, à savoir que les principes directeurs, c'était vraiment le document qu'il fallait connaître en matière d'entreprise et droits de l'homme. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les principes directeurs précisent vraiment ce que signifie droits de l'homme, en disant que ce sont tous les droits de l'homme internationalement reconnus. C'est-à-dire la Charte internationale des droits de l'homme et les 8 conventions fondamentales de l'OIT. Donc c'est un sujet qui est assez large et qui doit être dans l'idéal approprié par l'ensemble des collaborateurs du groupe. On dit bien dans l'idéal. Et merci aussi Charlotte beaucoup pour tous les outils que tu nous as présentés qui vont nous permettre d'approfondir le sujet et ou de piloter votre démarche de prise en compte des droits humains. Donc vraiment, on a beaucoup d'outils. On a aussi la Bible en termes de ressources, qui est le site du Business and Human Rights Resource Center, que Charlotte vous encourage évidemment à aller consulter et où vous retrouverez les outils également qu'elle vous a présentés. Pour très rapidement conclure,
Charlotte a évoqué aussi le fait que 2016 va être marqué donc par le débat sur les chaînes de travail décentes qui s'inscrit absolument dans ce sujet-là. Donc la demande de la société civile qui va pousser peut-être pour un nouvel instrument en la matière. Donc on vous encourage, il va y avoir beaucoup d'évolutions, comme Charlotte l'a dit, sur ce sujet d'ici 2016 et on vous encourage vraiment donc à rester en veille sur ces sujets-là. Donc merci beaucoup Charlotte pour cette présentation. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, Marie. Oui, merci beaucoup Marie pour cette conclusion. Merci beaucoup Charlotte aussi pour toute cette présentation très riche. Que je pense que chacun va pouvoir creuser. Joël, est-ce que tu prends donc la parole pour dire un mot de conclusion? Donc je te... Joël, on ne t'entend pas en fait. Hein. Je vois que tu essayes de parler, mais on... Oui, est-ce que vous m'entendez, Chantal? Joël, on ne t'entend pas. D'accord.